Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que personnellement j'analyse mes marchés, comment est-ce que j'élabore mes scénarios, comment est-ce que je trouve mes biais. Faire une analyse complète de l'euro-dollar, on va donc commencer du weekly au daily puis au H4. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai exploité la semaine dernière les opportunités avec mes analyses, avec mes différents scénarios, comment est-ce que j'ai élaboré mes différents scénarios, et toi aussi tu puisses élaborer tes propres scénarios. Ce que je vais te partager aujourd'hui est un thème éducatif. C'est pas un conseil en investissement où je ne vais pas prendre des décisions à ta place. Alors il faut faire tes propres analyses, tes propres scénarios. Mon challenge avec cette vidéo, c'était de partager le maximum de valeurs pour essayer de voir comment est-ce que personnellement j'analyse mes actifs. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la paire de devises euro-dollar. Euro-dollar, c'est une paire de devises. Et qu'est-ce que ça nous dit? Tout d'abord, vous devez savoir qu'il faut commencer par analyser les weekly, puis ensuite les daily, pour comprendre la situation technique actuelle. Est-ce qu'il y a des niveaux dessus? Parce que vous pouvez vous retrouver sur un niveau. Imagine par exemple que vous tradez à M15 ou à H1 ou à H4 et que vous êtes sur un niveau clé, un niveau important, chiffre 1 par exemple, ou un niveau de parité, ou en plus haut des plus de 10 ans. Il faut toujours regarder les weekly pour avoir la vie globale du marché. Et qu'est-ce qu'on a en weekly? On peut regarder que ici on avait cette impulsion baissière. Une impulsion, c'est une baisse féroce ou bon, c'est une baisse forte du marché ou une hausse forte du marché, ce qu'on appelle une impulsion. Par contre, une correction, c'est ça fait corriger l'impulsion. Donc, dans un mouvement, vous aurez toujours donc, dans une tendance, vous aurez toujours des mouvements. Vous aurez une impulsion et vous aurez une correction. Parfois, ces impulsions vont être grandes, parfois elles vont être petites, donc il faut avoir toutes ces connaissances globales. Alors, ici, on peut remarquer que donc l'euro-dollar nous a formé une impulsion autour de 2020. Donc 2020-2023, hein, les marchés en weekly nous a formé une impulsion. Vous devez savoir qu'à chaque fois que vous voyez une impulsion se former sur le marché, vous devez vous attendre à une correction. Moi, j'ai simplifié tout ça dans ce que j'appelle, c'est une technique d'analyse hein, que j'appelle la visio binaire. Il faut toujours avoir une visio binaire. La visio binaire, c'est impulsion, correction, range, tendance, support, résistance, toujours, chaque chose est en D correction, retracement de Fibonacci, expansion de Fibonacci. Vous allez donc voir dans cette vidéo que je vais chaque fois parler de cette visio binaire, de toujours ces deux choses. Alors, quand vous voyez une impulsion se former sur le marché, hein, ce qu'on a vu sur l'euro-dollar, par la suite, c'est en suivi une correction. Vous devez savoir que la correction, elle va donc corriger un certain seuil de Fibonacci. D'habitude, le marché corrige 50, 60, 50, 60% de Fibonacci, ou voire même si la correction est profonde, il part chercher les 78,6. Pour moi, personnellement, une correction qui ne corrige, non, une correction qui n'a pas une profondeur de minimum 50% de l'impulsion n'est pas une correction. Ok, donc il faut toujours penser comme ça. Quand vous avez une correction qui ne corrige pas au minimum 50%, 50% des Fibonacci, alors c'est pas une correction. Peut-être que le marché va corriger encore plus. C'est ce qu'on a vu ici. Ça, c'est une impulsion. Ça, ici. Ça, c'est une correction. Vous voyez? Et puis, cette correction, bon, je ne sais pas si elle a corrigé 50%, hein, il faut le mesurer, mais je ne crois pas qu'elle a mesuré 50% de Fibonacci. Puis, on a vu un autre mouvement, et puis une correction. Donc, la correction a continué. La correction peut prendre plusieurs formes. Et ça, Ralph Nelson Elliott l'explique très bien. Il y a des corrections en zigzag, donc des corrections qui sont profondes. Il y a des corrections en flat, des corrections qui vont former des ranges. Il y a des corrections en triangle, donc des corrections qui vont être beaucoup plus longues. Et ce genre de setup, des corrections en triangle, on les voit souvent sur les actifs comme les gold ou les XAJUSD. Donc les XAUSD qui est les gold et les XAJUSD qui est les silver. Bon bref, c'est que si vous voulez une autre vidéo, je vais vous parler des différentes formes de corrections. Ça me fera plaisir, donc faites-le moi savoir en commentaire. Par contre, après cette impulsion ici qu'on a vu, attends, je vais effacer tous mes traits. Donc, on avait cette impulsion ici. On avait donc la correction qui s'est arrêtée juste ici. Ça, c'est la fin de la correction. Pourquoi c'est la fin de la correction? Parce que une correction peut aussi être composée par beaucoup de mouvements. On a vu dans la correction une impulsion baissière, une correction de la correction, et on a encore une impulsion baissière de la correction. On appelle ça des sous-décomptes. On a des sous-mouvements dans les gros mouvements. Mais le mouvement global, c'est celui-ci. Mais là, c'est des petits mouvements. Parce que si vous suivez bien la théorie d'eau, si vous suivez très bien la théorie d'eau, pour vous expliquer mon propos de façon qui soit le plus simple possible, ici vous avez le plus bas. Vous avez le plus bas de marché. Là, vous avez le plus haut, le plus bas, plus haut, plus bas. Ça, c'est en même mouvement. Mais quand on casse cette dynamique, regardez, là, on avait une question de sommet et des creux de plus en plus haut, mais on a cassé la dynamique à partir de ces niveaux ici. Quand on casse la dynamique à partir de ces niveaux ici, il y a des choses qui se produisent. Soit un, dans ce qu'on appelle un changement de caractère. Soit un, vous allez avoir un range, ou soit vous allez avoir une correction.
Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le marché, on peut dire qu'il est entré dans un range, mais en tout cas, tout ça, c'est juste une correction qui a été prolongée. On a donc I, c'est creux ici. On a I, c'est sommet ici. On peut regarder que ces creux ici n'est pas allé chercher le plus bas. Donc, c'est pas un creux qu'on peut considérer. Donc là, par contre, ça, c'est un sommet qui est plus haut que le précédent. Et là, on a un sommet qui est plus haut que les précédents. Et là, ça nous donne une petite structure qui reste à l'intérieur de cette grosse structure. Parce que la grosse structure, c'est ça, le premier mouvement, l'impulsion, le plus haut, la correction, ok. Bon, on ne peut pas dire que ça, c'est le plus bas, parce que là, ça n'a pas cassé le plus haut. Par contre, la correction a continué et allé chercher ici. Donc, si on décompte très bien, attends, je vais effacer pour vous montrer bien. Ça, c'est le plus bas. Ça, c'est le plus haut. Et ça, c'est le plus bas. En tout cas, ça, c'est les gros décomptes. Parce que vous devez savoir que le marché est fractal à l'intérieur des petites structures. Donc, dans une structure, il y a à l'intérieur des petites structures qui ressemblent à la précédente. Vous voyez? Donc, le marché est fractal. Vous avez une structure, puis à l'intérieur de cette structure, il y a les structures qui ressemblent à la même structure, qui sont beaucoup plus petites. On peut regarder ici, hein. On avait un 1, 2, 3 temps. Ok, ça, c'est un cycle de marché. Puis, il y a de l'autre côté, on a 1, 2, 3. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on a cette grosse structure. À l'intérieur de cette grosse structure, il y a une petite structure. Ok, donc c'est une compréhension globale. Mais si vous voulez approfondir plus en détail, apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur le vague d'Elliott. Vous allez apprendre énormément de choses sur la compréhension des structures de marché. Bref, retournons à notre analyse actuelle. Là, c'est juste une petite notion éducative. Mais parlons maintenant de l'analyse actuelle. Vous devez savoir que cette baisse, ici, cette impulsion baissière qu'on a vue ici sur l'euro-dollar en weekly, elle s'est arrêtée exactement autour de ce niveau ici. Donc c'était les niveaux de chiffrerons. Moi, les niveaux de chiffrerons, je les adore énormément. En termes de support résistance, j'aime les niveaux de chiffrerons parce que ce sont des niveaux qui sont regardés par énormément de traders. Alors, ici, on avait les niveaux de 1,02. 1,02, c'est un niveau de chiffreront. Et on voit que le marché s'est arrêté exactement autour de ces niveaux de chiffreront. Et à part ça, ce niveau n'était pas uniquement le niveau de chiffreront. Il y avait une confluence des zones. Mais au moment quand j'ai une confluence des niveaux, mon niveau devient encore plus pertinent. On peut le regarder encore une fois ici. Hein. Donc j'avais les 138.2 des Fibonacci ici. Et de l'autre côté, j'avais le niveau de chiffreront, le niveau de 1,17. J'y reviendrai peut-être plus tard. Mais vous devez savoir que plus il y a des confluences sur mon niveau, plus mon niveau elle est pertinente. Parce que vous devez savoir que si vous dessinez des supports de résistance partout, vous allez en avoir partout. Mais moi, je sélectionne uniquement les bons niveaux en me suivant la confluence. Si par exemple, on avait, donc par exemple ici, on a les niveaux des 100% Fibonacci, on a là les niveaux des 138.2 et on a le niveau ici des 160.8. Le niveau qui est pertinent, c'est celui qui est en confluence avec mon niveau de chiffreront. Donc plus il y a des confluences sur un niveau, plus beaucoup de traders regardent ces niveaux et plus ces niveaux ont beaucoup plus de chances de faire réagir le marché. D'accord. Alors une autre chose qu'on peut comprendre, cette unité de temps weekly avant de passer cette unité de temps daily H4 et vous montrer enfin comment est-ce que j'élabore, comment est-ce que j'ai fait tout ça, c'est de comprendre la dynamique actuelle. Vous devez savoir que sur les marchés, il y a deux mouvements, une impulsion et puis quand l'impulsion s'arrête, il y a une correction. Dans une impulsion, il y a 5 mouvements. Il y a 5 mouvements dans une impulsion et dans une correction, il y a 3 mouvements. Après, si vous voulez apprendre cette notion de base, la décomposition de chaque mouvement, et Ralph Nelson Elliott entre en profondeur dans ces détails. Ok, donc on peut regarder dans cette impulsion ici qu'il y a 5 mouvements. On a les premiers mouvements ici, les deuxièmes mouvements, la correction, on a l'impulsion, on a les 3 ici, donc les 4 pardon ici et les 5. Ok, donc on appelle ça 5 vagues. 5 vagues d'Elliott. Très bien. Alors tout ça, ça me forme une impulsion. Vous devez savoir que quand il y a une impulsion de marché, ce qui suit par la suite, c'est une correction. Et une autre chose, c'est donc une autre chose que je pourrais dire sur la paire des devises euro-dollar actuellement, est que quand on regarde ces mouvements, ils montent en ligne droite. Quand vous voyez un mouvement qui monte en ligne droite, le retour des bâtons est violent. Parce que par exemple ici, bien que le mouvement n'est pas monté en ligne droite, on a eu un retour des bâtons violent. Mais celui-ci est beaucoup plus pire que celui-là. Donc ça veut dire qu'on va avoir un retour des bâtons qui va être violent ici par la suite. Parce que ce genre de mouvement qui monte énormément à la hausse n'est pas tenable sur le long terme. À un certain moment, ça va s'arrêter. Alors la question à se poser, c'est où est-ce que ces mouvements vont s'arrêter? Alors pour savoir où est-ce qu'un mouvement va s'arrêter, on va faire de projections. Vous devez savoir que si vous comprenez bien la structure globale de ce mouvement qu'on est en train de voir en weekly, on a donc ici une impulsion, on a donc une impulsion là-bas, on a une correction ici, qui s'est arrêtée autour d'un 0D, qui est un niveau clé, et c'est à partir du moment que certains traders ont commencé à entrer, à accumuler des positions acheteurs sur l'euro. Ils ont commencé à acheter massivement de l'euro. Puis par la suite,
ou vendre 10 dollars. Parce que pour une devise, quand vous voyez l'euro-dollar monter, soit les dollars deviennent faibles, ou soit l'euro devient fort. Je ne vais pas entrer en détail dans les concepts fondamentaux. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre uniquement l'analyse technique. Alors à partir de là, à partir de ces rebonds ici, on a eu cette achat massive, ou cette hausse féroce qu'on a vu sur l'euro-dollar. Donc l'euro a pris de la valeur et les dollars en a perdu énormément, chose qui nous a créé une forte impulsion. Mais pour moi, cette impulsion, ok, donc pour calculer où est-ce qu'il peut aller une impulsion, moi je fais quoi? Donc je prends la correction, ok, donc il y a une impulsion ici, je vois une impulsion, je vois une correction, la correction commence de là jusqu'à là, je prends l'outil Fibonacci. Alors l'outil Fibonacci, vous pouvez la retrouver ici, donc ça s'appelle rétracement de Fibonacci, puis je fais ça, et là je mets différents niveaux, donc je pointe les bas, donc je mets 100% au-dessus et 0% en dessous. Donc j'ai déjà tracé, hein, je vais juste montrer l'outil. Et là, ça me donne ces différents niveaux. Les premiers niveaux que ça te donne, c'est le niveau des 123.6. Bon, le niveau 123.6 n'est pas affiché sur mon graphe parce que je l'ai supprimé, c'est pas un niveau intéressant, et d'ailleurs on l'a déjà dépassé. Par contre, au-dessus, vous avez juste au-dessus des niveaux des 123.6, donc si les paramètres ne sont pas configurés, vous pouvez les configurer juste comme ça, en faisant juste ici, vous faites ici, vous partez dans cette petite panneau de configuration et vous ajoutez, par exemple, ici vous écrivez 123.6. Là de l'autre côté, vous écrivez 123.6. Voilà, 123.6, hein, bon, ou bien 123, je dis comme ça. Et puis vous cliquez sur OK, et puis vous cliquez sur OK, et directement vous voyez que le niveau de 123.6 s'affiche directement ici. Alors, les niveaux qu'on cherche, tout d'abord, on peut regarder même, hein, sans aller beaucoup plus en détail, on peut regarder que le marché a monté énormément à la hausse et s'est arrêté pile poil autour de ce niveau des 123.6. Vous voyez, voilà la pertinence de ces niveaux. Et puis, bon, le marché a corrigé. Il faut analyser tout en détail, pas uniquement analyser en seule donnée, c'est-à-dire, tiens, il y a la globalité, non. Il faut analyser tout en détail, il faut analyser tout en profondeur. Et puis, donc, les niveaux, moi, personnellement, que je cherche, si je me limite uniquement à l'analyse en weekly, ça sera donc d'aller chercher, de monter un peu plus haut et d'aller chercher les niveaux des 138.2. Parce que si on regarde le mouvement qui soit à l'intérieur de cette impulsion, on a donc en premier mouvement, une correction. En deuxième mouvement, une vague 3 en quelque sorte, une correction. Et là, on a une quatrième mouvement. Et moi, ce que j'aimerais voir une petite divergence ici. C'est qu'elle ne sera pas très visible ici, hein. Elle va peut-être être visible si les unités de temps inférieures, notamment les daily, on va voir plus tard, dans les temps inférieurs au weekly, pour arrêter ces mouvements. Donc pour que ce mouvement soit bien safe et qu'elle soit bien arrêtée, il faut que je puisse avoir une petite divergence et que le marché s'arrête autour des 138.2. Le niveau 138.2, au niveau de 138.2, elle correspond aussi en même temps, on peut regarder ici, hein, elle correspond en même temps à mon niveau ici. Donc ça, c'est mes perspectives. Hein. Donc ça, c'est mes perspectives d'analyse sur l'euro-dollar. Donc je cherche si le marché monte autour des 117,00. En tout cas, c'est mes perspectives à court terme, parce que moi, j'ai besoin juste des perspectives à court terme. Je ne sais pas ce qui va se passer à long terme, mais peut-être que l'euro-dollar va accélérer, aller chercher les 160.8, ou voire même accélérer encore plus, et aller chercher les niveaux des 2, ou voire même corriger et nous faire une grande correction, parce qu'on a une impulsion ici. Ce qui va suivre après, c'est une belle correction. On ne sait pas. C'est pas ce qui va se passer. Donc je vais refaire mon analyse, parce qu'il faut analyser le marché des naître. Il ne faut pas faire des perspectives beaucoup plus long terme pour ne pas être trop biaisé. Alors, on va passer directement sur l'unité de temps unité de temps daily, pour voir un peu ce qui se passe en termes de mouvements, en termes de dynamiques. On peut se rendre compte que, on peut regarder la dynamique de marché. On avait ici une dynamique baissière. Donc l'impulsion qu'on a vu en weekly, elle est ici. On a donc un creux, un sommet, un creux, sommet. Ok, donc on part ici. Voilà, les creux, c'est là. Et son prochain sommet, c'est ça. Donc, impulsion, correction. Et là, on a les creux. Là, on a les sommets. Creux, sommet. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder que le marché a fait une impulsion. Ok. Une correction ici. Une impulsion baissière. D'ailleurs, l'impulsion baissière part jusqu'à ce niveau ici. Une correction. Une impulsion. Vous voyez? Et puis, il y a une autre impulsion, une impulsion inverse. Parce que c'est un mouvement qui est rapide. Hein, et d'ailleurs, qui casse la structure ici. Et là, on se dit, bah tiens, ici,
on avait une belle dynamique, empilsion, correction, mais là on change, on casse cette correction. Donc ça veut dire que l'empilsion devait celui-là. Il y a ce qu'on appelle un changement de dynamique, un changement de caractère. On faisait des sommets de plus en plus bas, et là on fait un sommet qui est plus haut que les précédents. Donc ça change tout. Et à ce moment-là, il y a ce qui se passe, c'est toujours des choses, soit il y a un range, soit un retournement de tendance violent. Et on a une correction. Ces corrections, donc ces mouvements ici, il n'a pas pu aller chercher beaucoup plus bas pour qu'on continue la tendance baissière. Et là, plutôt renverser la tendance. Et là, on voit, on sort de la tendance baissière, on passe par une tendance nette ici. Ok, on passe par une tendance nette, puis retournement et on passe en tendance haussière. Là, actuellement, on est en tendance haussière. Tendance haussière parce qu'on a des sommets de plus en plus haut. Regardez. Donc, sommet, creux. Quand vous pointez tous les sommets et les creux, vous vous rendez compte qu'on est dans une tendance haussière. Et quand on est dans une tendance haussière, il faut toujours privilégier les achats plutôt que des ventes. Parce que quand dans une tendance haussière, tout le monde a tendance à acheter. Et quand tout le monde a tendance à acheter, le mouvement d'achat, on les appelle des empilsions, okay, dans une tendance haussière en tout cas, elles sont beaucoup plus grandes. Regardez, on a donc ces mouvements ici. Ces mouvements ici, on peut gagner plusieurs écarts. Parce qu'en tant que trader, nous, ce qu'on fait, on profite de l'écart de prix. Mais regardez le mouvement de correction. Regardez, depuis là jusqu'à là, le marché n'a pas fait grand-chose. Mais là, le marché a fortement bougé. Elle a fait beaucoup plus de pips en moins de temps. Même chose ici. Regardez cette correction ici. Avec cette correction ici, le marché a fait moins de pips, mais dans plus de temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est gagner l'argent rapidement possible. Donc là, il y a une impulsion. Là, il y a une impulsion. Vous voyez, donc là, c'est la correction. Et là, bon, quand le marque a une tendance a aussi 4 phases d'une tendance, ou 5 phases, je dirais. 5 phases d'une tendance. Hein. Là c'est la théorie des Stan-Weinstein. C'est pas encore Ralph Nelson et l'autre, mais c'est la théorie des Stan-Weinstein. Alors, si vous voulez que je vous parle en détail de la théorie des Stan-Weinstein, faites-les-moi savoir en description parce qu'il y a énormément de choses à apprendre avec l'analyse technique. Alors, le dernier mouvement, c'est souvent autour de la vague 5, autour de la phase 5, donc de la phase 4, pardon, autour de la phase 4, le mouvement commence à affaiblir parce qu'une tendance, lorsqu'il est au début, il y a beaucoup de mouvements. Regardez, beaucoup de personnes entrent à l'achat, beaucoup de personnes entrent à l'achat. Mais à ce niveau-là, il y a certaines personnes qui entrent à l'achat, on les appelle les retardataires. Mais par contre, les gros baleines, hein, les gros qui sont entrés ici, okay, qui ont acheté l'euro ou qui ont vendu du dollar autour de ces niveaux ici, ils commencent à sortir du marché. Et ils commencent à sortir du marché, les retardataires qui ont vu la belle mouvement, ils entrent en retard dans le marché. Et quand ils entrent, les gros baleines, ils sortent, donc ils les revendent leur position. Et j'ai raison que ce genre de mouvements ne sont pas des mouvements puissants. Parce que les gros baleines, ils sortent de leur position ou allègent leur position, alors que les petits poissons accumulent des positions acheteurs pendant que les trains est déjà très loin. Les trains sur le point de s'arrêter. Donc à ce niveau-là, ça nous montre, ça nous indique que la dynamique est en train de faiblir. La tendance va s'arrêter, pourrait s'arrêter. Et nous, comme je voulais bien montrer, les niveaux de 1,17, c'est un niveau clé où le marché peut s'arrêter. Donc le marché peut nous faire, attends, je fais ça. Donc le marché peut nous faire une petite impulsion pour aller chercher au minimum les niveaux de 1,17. Donc moi comme perspective pour l'euro-dollar, le niveau que je cherche d'abord, c'est le niveau de 1,17. Si par contre le marché veut chercher plus loin, on peut peut-être aller chercher les niveaux de 1,19, comme les perspectives de BlackRock, ou les niveaux ici, par exemple. On peut aller chercher les niveaux ici. Mais pour moi, d'abord, je vais donc d'abord regarder les niveaux de 17. Si on part chercher les niveaux de 17, je ferai encore une fois mon analyse pour aller chercher des niveaux beaucoup plus ambitieux. Alors, vous voyez que ces ranges ici, qu'on avait la borne haute des ranges ici, et on avait la borne basse des ranges autour de ces niveaux ici. Voilà, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs façons de faire pour identifier un range. Je crois que j'en ai parlé sur ma vidéo. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus importante, la vidéo technique la plus importante de ma chaîne. Je vous mettrai les liens dans la description sur masterclass complet où j'explique l'une de mes stratégies de A à Z. Là, c'est côté analyse. Ok, il faut d'abord analyser la situation du marché, se forger une conviction avec une stratégie et puis prendre une position. J'y reviendrai plus tard. Donc, on avait donc la borne haute basse ici et la borne haute autour de ces niveaux ici. Et puis on se disait, tiens, ces ranges, pourquoi est-ce qu'elle est créée? Parce qu'il faut toujours, c'est important de savoir pourquoi est-ce que ces ranges s'est créées. Ok, c'est ça donc l'analyse des volumes. Pourquoi est-ce que ces ranges s'est créées? Pourquoi est-ce que les volumes s'accumulent autour de ces niveaux ici? Ok, pour répondre à cette question, il faut regarder les datas économiques, les amis. Il faut essayer de regarder les calendriers économiques. Est-ce qu'on est dans l'attente? Par exemple, quand on voit un range qui se forme, dans 60 à 70% du temps, il y a donc un data important qui va venir. Donc, on appelle ça un trigger, un catalyseur. Un catalyseur qui va donc créer une dynamique, un mouvement. Bon, si par exemple, l'inflation était sortie beaucoup plus haut, ok,
beaucoup plus haut que prévu, on avait une belle surprise, le marché pourrait aller dans cette direction. Mais par contre, le marché sort pris de l'inflation, ou les chiffres de l'inflation, ils sont sortis plus bas que prévu. Ce qui a donc poussé le marché à la hausse. Vous voyez un peu? Donc, on a un catalyseur, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si ça se passe bien, on achète. Ça se passe mal, on vend. On peut regarder bien que ce mouvement impulsif qu'on a vu est donc parti à dépasser les niveaux des 138,2 d'expansion. Elle avait même dépassé le niveau ici, autour de ces niveaux ici des 60, donc des 61,8 d'expansion. Et puis est allé s'arrêter exactement autour des descentes. Voilà, il y a une façon énorme de savoir où est-ce que les marchés exactement pour aller chercher. Vous devez savoir une chose, en tant qu'analyste, on peut se tromper. Et en trading, on ne cherche pas à avoir raison. On peut avoir raison. Non, on cherche à avoir raison juste une fois pour deux, parce qu'on peut avoir raison une fois pour deux et gagner de l'argent. Donc, quand on analyse on analyse les marchés dans Nine. Alors actuellement, qu'est-ce que moi je pense de l'euro-dollar, ou qu'est-ce qu'on va s'attendre la semaine prochaine? Il y a plusieurs scénarios. Le scénario numéro 1, c'est que le marché, bon, c'est qu'au-dessus du niveau des deux, il n'y a rien. Le marché pourrait peut-être faire ça, ok, donc pourrait peut-être corriger, parce qu'on le voit, hein, ces mouvements ici, ils montent fortement. Et d'ailleurs, on attend les all-time high ici, si on était en daily, hein, daily, on avait les petits all-time high qui étaient ici, on l'a atteint. Le marché pourrait peut-être réagir à ce niveau ici et nous faire une correction. Voire même, on a vu une impulsion ici, regardez cette impulsion ici à court terme à H4, on a vu cette impulsion, je pense qu'on va digérer toute cette impulsion, une fois qu'on va la digérer, on peut peut-être sortir du marché pour aller chercher beaucoup plus haut, peut-être aller chercher les niveaux ici, hein, dans les niveaux des 1,17, autour de ces niveaux ici, donc les niveaux des 1,17 c'est autour de ces niveaux ici. Voilà, donc il y a des niveaux invisibles que je n'ai pas marqués ici, on peut peut-être aller chercher mon niveau, mon target est 1,17. Mais je crois que, à mon sens, ok, c'est l'avis qui n'engage que moi, le marché va d'abord corriger, va donc digérer ces mouvements pour aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. Voire même, hein, on peut aussi les faire par surprise. Le marché peut corriger et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc corriger cette impulsion ici. Donc pour savoir où est-ce que le marché pourrait s'arrêter de corriger, on peut donc regarder, on a ces débits de mouvement, on a cette fin de mouvement ici. Le marché peut être corrigé, tout ça, ok? On verra ça peu à peu parce qu'il faut toujours analyser le marché dans Nine. Alors je vais essayer de passer maintenant sur l'unité de temps H1 et l'unité de temps M15 pour vous montrer qu'est-ce que j'ai exploité la semaine dernière. Alors on peut d'abord regarder ici, ça c'est mon unité de temps H1, donc c'est là où j'élabore mes différentes stratégies, hein, parce que vous devez savoir que quand moi je trade, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube, je vais la mettre en description, je vous parle de mon cheminement SCP, je commence toujours par ce qu'on appelle analyser la situation, puis je me forger une conviction. Et une fois ma conviction elle est déjà forgée, une fois que ma conviction est déjà forgée, c'est là que j'ai pris en position. Alors comment est-ce que je me suis forgé la conviction? Alors comment est-ce que je me suis forgé une conviction la semaine dernière? La semaine dernière, on était à l'intérieur de ces ranges. On était lundi, il n'y avait pas d'opportunité, mardi, il n'y avait pas d'opportunité, parce que mercredi, c'est exactement ces dates-là que les datas allaient commencer à sortir. Mercredi, on avait les CPI, qui allaient sortir, et c'est ça notre catalyseur. Toutes ces ranges qu'on a vues depuis la semaine dernière, et puis la semaine qu'on était en train de vivre, attendez que la sortie de ces datas sort. Voilà, j'ai mes différents éléments, je les time dans le temps. Parce que quand on se forge une conviction, il faut analyser le marché, pas simplement du nord au sud. Parce que quand on analyse les marchés, normalement, quand on a fait une analyse des marchés, quand on analyse les marchés des nègres d'analystes uniquement, on va donc timer le marché, on va donc regarder le marché, où est-ce que le marché va aller. On va donc analyser le marché du nord, donc du nord au sud, ou du sud au nord, dans ce scénario ici. Donc les marchés, on se disait, tiens, si les marchés cassent ces ranges H4 et par les hauts, ils pourraient aller chercher, ils pourraient essayer de conquérir les niveaux plus hauts, soit monter jusqu'autour de ces niveaux ici, soit monter jusqu'à ce niveau ici, ou voire même les derniers targets, c'est ce niveau ici, c'est les niveaux de 200% de Fibonacci. Alors ça, c'était les niveaux que les marchés potentiellement pourraient aller chercher. Mais quand on voit une correction qui est beaucoup plus féroce, le marché a tendance à faire ce qu'on appelle l'equal leg. Qu'est-ce qu'est l'equal leg? L'equal leg, c'est juste prendre donc l'equal leg ou l'égalité de jambes, on prend donc la dernière impulsion. Ok, donc c'est uniquement à faire, uniquement quand vous regardez une belle range. Quand vous n'avez pas un bon range, juste après l'impulsion, alors ça ne sert à rien de chercher l'equal leg. Alors, vous prenez donc l'impulsion, donc le mouvement précédent qui est ici, hein, on peut l'analyser très bien. Il y avait ces mouvements impulsifs qui étaient ici, pardon, on le projette par les hauts. Et l'equal leg, c'est autour de ces niveaux ici. Donc potentiellement, quand on a analysé l'equal leg, on sait que les niveaux de l'equal leg ne peuvent ou ne pas être cherchés, mais au moins les niveaux des 200
pourrait être cherché. Donc cela veut dire que ça infantilise tous ces petits niveaux. Tu vois, donc les niveaux des 38.2, des 60.8 sont des niveaux qui potentiellement ne pourraient pas avoir de pertinence. Parce qu'on avait un range, donc ces niveaux vont être traversés comme des divers. Donc il y a une stratégie derrière la priorisation des niveaux. Chaque niveau ne s'évale pas dans des conditions telles. Okay, il y a des moments où ce niveau va être plus pertinent, il y a des moments où ce niveau va être plus pertinent. C'est ce qui rend encore cette compétence plus difficile à acquérir. Alors, donc je vais effacer tout ça, ça ne sert à rien. Alors, donc comment est-ce que j'ai pu élaborer mes différentes stratégies? Quelles sont les stratégies que j'ai élaborées la semaine dernière? On avait donc ici un moment pour élaborer mes différentes stratégies et entrer en position. Là, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus complexe parce que plus on baisse à unité de temps, plus ça devient complexe. Donc, c'est beaucoup plus facile d'analyser l'unité de temps supérieure. Si tu veux les graphiques des S&P 500 à mensuel, il y a une chose que tu peux te dire, la tendance globale, elle est haussière. Elle a toujours été haussière. Peu importe où tu te trouves actuellement, la tendance globale, elle est haussière parce que les actions tendent exactement tendre sur le long terme. Donc ça, c'est voilà, c'est des unités de temps supérieures. Mais plus on monte en unité de temps, plus il faut filtrer le maximum de bruit de marché. Alors, on était ici. Là, ici, donc c'était la journée où les familles CPI allaient tomber. Et on était exactement juste autour de ces niveaux ici. Alors, ma stratégie que j'ai élaborée, la stratégie que j'ai élaborée ces jours-là, donc j'ai des captures, je ne vais pas vous les montrer ici maintenant, peut-être que je vais vous faire d'autres vidéos. Donc, ça vous intéresse, faites-les-moi savoir en description. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Je parle trading ici, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que le plan de valeur va arriver. Alors, on avait donc la borne haute qui était ici, et la borne basse qui était ici. Pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour trouver mon range, il y a 3 règles de base. Donc, pour élaborer une stratégie des sorties de range, il y a 3 règles de base. Quand je vois le marché toucher la première fois les nuages, donc le marché a touché le nuage ici, le marché a touché le nuage là-bas, il a touché plusieurs fois, mais autour de la première fois, je vais tracer directement ma borne haute et ma borne basse. Et vous pouvez regarder ici, j'ai ma borne basse d'orange et ma borne haute d'orange. Par contre, cette borne basse, je peux les réajuster. Je réajuste ma borne basse, je réajuste donc ma borne basse qui m'amène autour de ce niveau ici. Donc, j'ai ma borne haute ici, j'ai ma borne basse ici. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était que on avait une petite impulsion ici. Regardez, on a cette petite impulsion, une petite correction. Déjà, une impulsion, c'est un mouvement puissant qui donc fait monter le marché de plusieurs pips en peu de temps. Par contre, une correction, c'est un mouvement qui ne fait pas des plus hauts, qui ne dépasse pas les plus hauts et les plus bas, mais par contre qui chevauche à l'intérieur, qui chevauche dans l'impulsion. On appelle ça donc une correction. Donc ça fait partie de la visio binaire. On voit une impulsion ici et on voit une correction par la suite. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si les marchés, par exemple, sortaient dans ces ranges courtes, dans ces ranges H1, pourraient potentiellement, donc ces ranges H1, peut potentiellement enclencher la sortie de ces ranges H4, ce qui rend les setups encore beaucoup plus puissants. Donc j'appelle ça, moi, en double signal. On a donc un signal H1, et ce même signal H1 se répercute sur l'unité de temps H4. Et ça, c'est un double signal. Et un double signal, c'est toujours très pertinent. Quand les marchés forment un double signal, le marché, parce que donc les investisseurs court terme et les investisseurs long terme se mettent en accord, et là, le marché peut potentiellement exploser. Mais ce n'est pas tout. Donc ça m'a permis donc d'élaborer la stratégie que je faisais avec Kik. Dans la stratégie des sorties de range, je me disais, tiens, si les marchés sortent dans ces ranges H1, parce que moi, mes stratégies day trading, je les élabore sur les temps H1, si les marchés sortent dans ces ranges, alors potentiellement, je pourrais aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, des niveaux plus intéressants. Alors je vais maintenant rajouter l'unité de temps M15 pour regarder maintenant comment est-ce que j'ai pris mes différentes positions. Donc elles sont là, mes différentes positions. Alors j'avais ici, dans certaines vidéos où je vous parle de mes différentes stratégies, comment est-ce que je marie mon approche stratégique, donc mes unités de temps stratégiques avec mes unités de temps de prise de position, hein, donc le fameux cheminement SCP, analyser la situation. On l'a fait, on a commencé par analyser les weekly et les daily, puis on va analyser donc les H1, et puis on va donc analyser par la suite les M15 pour prendre différentes positions. Donc analyse stratégique ici, autour des H1, et analyse donc des prises de position ici en M15. Donc là, les côtés analyse, c'est ce que j'ai fait en amont. Ça me prend 10 ou 15 minutes parce que c'est tous les jours. Quand on analyse tous les jours les temps daily, ça ne bouge pas autant que ça. Donc ce que j'analyse, je regarde le plus souvent par routine, c'est de regarder les daily et les H4. Parce que les H4, ça bouge. Chaque 24 heures, il y a 6 bougies H4 à l'intérieur. Donc chaque jour, le marché change un tout petit peu pour avoir une autre aperçue différente que la veille. Et j'ai fait cette routine jour après jour. Une fois que l'analyse c'est fait avec ces des unités de temps. Donc il y a des moments où, par exemple, une fois par semaine, je vais donc regarder l'unité de temps weekly. Hein. Donc j'analyse donc
les daily et les H4 pour analyser mes différents marchés parce que voilà, je vais les trader à court terme. Mais si je vais par exemple faire du swing trading, je pourrais donc regarder les weekly et les daily en profondeur et utiliser les H4 pour la prise de position. Mais par exemple, quand je fais du day trading, j'analyse les daily et les H4 et puis j'analyse les H1 pour élaborer mes différentes stratégies et je pars à M15 pour aller chercher différentes opportunités. Donc là, c'est ce qu'on a vu le mercredi. Le mercredi où on allait avoir enfin ces fameux triggers. On l'a vu ici, hein, regardez. Il y avait donc une orange. Bon, vous voyez la bande haute, la bande basse. Et on était ici les vendredis. Donc les mercredis, on était ici. Et c'est là qu'on allait avoir ce trigger. Depuis le début de la semaine, les marchés n'avaient pas bougé. Il était dans l'attente. Attente de quoi? Attente de la sortie de data des CPI. La data des CPI allait sortir le mercredi. On savait exactement que le mercredi, on allait avoir la volatilité. Vous êtes dans un range, et quand vous êtes dans un range, les marchés vont passer dans une tendance. Quand vous êtes dans une tendance, vous pouvez passer dans un range, mais c'est toujours une visio binaire. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc, il va donc avoir une tendance, ça change. Donc, sur le marché, rien n'est permanent, sauf les changements. Ça change en perpétuel. Donc, on a des mouvements de hausse, des mouvements de baisse, des mouvements de hausse suivis par des mouvements de baisse, des tendances suivies par des ranges, des tendances baissières suivies par des tendances haussières, etc. Alors moi, ce que j'avais vu comme setup, c'était en KBO. Voilà, pour ceux qui ne savent, c'est pas encore un secret. Les KBO, j'en ai parlé énormément sur ma chaîne YouTube. Voilà donc la cassure du Kumo par les hauts, hein, donc la première cassure en tout cas. Et puis, il y a eu la Chikou qui a validé, il y avait toutes les règles 10 setup qui étaient réunies. J'ai donc mis mon stop loss ici autour de 15 pips parce qu'il y avait la volatilité sur le marché. Je pourrais les mettre à 10, mais la volatilité a changé. C'est cette raison que la plupart des robots ne réussissent pas parce qu'il y a des moments où la volatilité change. Il faut toujours s'adapter. Donc un humain ne sera jamais bâti par un robot même si on est à l'âge de l'IA. Donc il y a donc ici, autour de ces niveaux ici, j'ai eu mon setup qui est... Autour de ces niveaux ici, j'ai eu mon setup qui était bien réalisé. Et là, mon target était autour de ces niveaux ici. Mais vous souvenez-vous, les targets à ce niveau ici, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Donc je pourrais gagner beaucoup plus sur ces trades. Mais par contre, j'ai donc décidé de prendre mes trades à ce niveau-là. Bon, pour des raisons personnelles et pour mes raisons de gestion. Mais attention, je pourrais aller beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que quand le mouvement a explosé à la hausse, on était autour de ces niveaux ici. Donc c'est là où on a pris donc, nos profits. On a vu une katana. Donc une katana, souvent, ça indique un mouvement fort dans les momentum. C'est comme par exemple ici, hein, vous avez ici, regardez ici, vous avez donc une katana. Une katana, c'est le croisement de la ligne rouge et de la ligne bleue. Quand vous avez la ligne rouge et la ligne bleue qui se croisent, dans les momentum, dans le temps, vous aurez une dynamique qui va être forte. Donc ça indique un fort mouvement dans le marché. On peut le voir en M15 ou voire même H1. Donc on l'a vu ici, on l'a vu en M15, on a pris la position, donc le marché a fortement explosé. Puis on l'a vu encore. D'ailleurs, c'était avant les datas des CPI. Les datas des CPI étaient sorties ici. Moi, j'étais déjà dans le marché. Donc, peut-être que le marché a monté. On a hésité encore une fois un peu. Et puis, quand la data est sortie, on a donc confirmé nos attentes. On a donc confirmé le mouvement et le marché a formé le vrai mouvement par les hauts. Mais moi, je n'ai pas été stoppé parce que mon stop loss était en dessous à ce niveau ici. Et on voit que le marché a bel et bien monté. Et nous a donc sorti ici avec de très belles profits. Mais par contre, on pouvait laisser le trade aller beaucoup plus haut. Et regardez, ici, on avait donc la katana, la ligne rouge et la ligne bleue qui se croisent. À ce niveau ici, on pourrait peut-être laisser notre stop loss à ce niveau, autour de ces niveaux ici et les laisser filer en overnight. Donc transformer un day trade en un trade swing. Pourquoi? Dans une bonne raison. Donc souvent d'habitude, moi, quand le marché casse ma ligne bleue, la ligne bleue, c'est ce qu'on appelle donc les points pivots weekly. Donc H1, j'insère le point pivot weekly. Par contre, en M15, j'insère le pont pivot daily. On a le pont pivot daily. Ce que je cherche en termes de target, c'est le niveau de RD. Les niveaux de RD ou les niveaux de SD sont des niveaux pertinents. Je pourrais donc aller potentiellement chercher les niveaux ici. Donc ces trades ici, vu qu'à ce niveau ici, il était déjà neutralisé, donc j'avais aucun risque sur la table, je peux donc laisser filer le mouvement le plus longtemps possible. Et les laisser filer, pas parce que j'ai 100, pas parce que je suis cupide, pas parce que je vais gagner plus, mais parce que techniquement par là, c'était tout à fait logique. On avait ici H4, d'ailleurs c'est cette raison qu'on fait une analyse technique. On avait donc ici un H4, attends, je vais effacer tout ça. On avait donc ici un H4, un mouvement qui pourrait potentiellement aller chercher la R2. Donc aller chercher la R2 ici, la R2 mensuelle. Donc là, ce sont les points pivots mensuels. Là, les points pivots weekly en H4 et en M15, on a donc les points pivots daily. On appelle ça donc la fameuse analyse en time. Donc une bonne analyse de trading, un bon système d'analyse de trading, ça vous permettra d'analyser les prix, d'analyser les temps et d'analyser les volumes. Si votre système de trading ne vous permet pas d'analyser les temps, les prix et les volumes, il est incomplète. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors par contre, la journée d'après, c'était la journée donc c'était mercredi, la journée où on a publié les CPI, la journée d'après, on allait publier une autre data, hein, juste l'après-midi.
Qu'est-ce que j'ai vu? La dynamique, elle était forte. On avait vu une hausse qui était forte. Et là, on était à ce niveau ici. Par contre, est-ce que j'ai tradé la journée ici? C'était pas en setup H4, donc H1, M15. C'était une deuxième setup, en setup scalping qui arrive très rarement, en setup M30, M5. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai transformé mon graphique M15 en graphique M5. En tout cas, quand on fait du scalping, c'est comme ça qu'il faut donc regarder ces unités de temps, parce qu'il faut savoir diviser ces unités de temps. Savoir diviser ces unités de temps fait une différence énorme dans ces analyses. Vous avez donc ici l'unité de temps M15, et là de l'autre côté, vous avez l'unité de temps M30. Donc, on voit même, c'est l'erreur que la plupart des personnes font, ils passent des M30, des M15 à M5. Ça n'a pas de sens, parce que la division, la règle des bases, quand vous passez d'une unité de temps à l'autre, la division, elle doit être au minimum des 4. Est-ce que vous savez ça? Abonnez-vous à la chaîne, les amis, plein de valeurs. Alors, cette division, elle doit être au minimum des 4. Alors ici, on regarde que on a donc ici notre M5, et là de l'autre côté, on a notre M30. C'était la journée du 12. Alors on a ici notre unité de temps M5, de l'autre côté, on a notre unité de temps M30. Ça, c'est une division exacte. Donc, vous allez trader à court terme en scalping, utilisez le M5 et le M30. En day trading, le M15 et les H1. Les H1 et les H4, les H4 et les daily, les daily et les weekly. La division, elle doit être minimum des 4. Si vous divisez vos unités de temps d'une division qui n'est pas au minimum des 4, vous êtes dans le même univers et ça ne sert à rien. Il faut le diviser au minimum par 4. Alors, sans plus tarder, on avait un setup de trading, hein, nous on appelle ça dans le jargon un KBO. Un KBO, c'est un Kumo Breakout type 1, il n'y a pas de secret dessus, parce que c'est difficile à... Ne pensez pas que dès que je vous dis, je vous montre comment faire, ça va être facile. Il faut une formation, il faut tout un programme derrière, plusieurs éléments. Et c'est pas dans cette vidéo que je vous explique de toute façon survolée que vous allez tout apprendre. Alors, on avait ici un KBO, donc les mêmes setups, hein, on avait un katana, on avait un katana ici, on a donc cassé ce niveau par les hauts, on était au-dessus du pont pivot de la journée, hein, le pont pivot de la journée, de ma ligne bleue, ce qu'on appelle le pont pivot central. Hein. Le point pivot de la journée, il était juste ici, on était au-dessus. Et à part ça, ce qui a encore renforcé ma conviction sur ce setup était que j'ai caché mon... Parce que quand vous entrez dans un trade, il faut donc vous rassurer que vous cachez votre stop loss à un endroit où le marché ne va pas aller. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de maximiser les probabilités que le marché touche votre TP et de minimiser les probabilités que le marché touche votre stop loss. Et pour faire ça, il faut donc cacher son stop loss à un endroit où il y a le plus d'obstacles possible. Les obstacles qu'on avait sur ces trades, c'était que on avait donc ici la ligne bleue, on avait la ligne rouge et on avait les niveaux ici, donc la ligne rouge parallèle ici, donc euh, la ligne horizontale ici, la ligne rouge, c'était les niveaux de R1 de pont pivot. On a donc caché notre stop loss en dessous de ces niveaux ici. Donc cela a donc donné moins de probabilité au marché d'aller chercher notre stop loss et plus de probabilité au marché d'aller chercher notre target, notre TP autour de ces niveaux ici. Alors qu'est-ce qu'on a vu, hein? Donc c'était quelque part ici. La stratégie de la journée était une stratégie de suivi tendance. Et pour une stratégie de suivi tendance, les règles sont simples. J'ai fait plein de vidéos sur YouTube sur ces sujets. Il faut avoir une clôture minimum en rebond. Donc on avait un rebond dans les nuages KSTS. Et on avait une clôture minimum dans ces nuages KSTS. Et à part ça, on était exactement dans notre kill zone. Alors on était dans notre kill zone autour de ces niveaux-là. On avait donc un rebond dans les nuages KSTS, on avait une clôture minimum dans les nuages KSTS, et à part ça, on était dans notre kill zone. Ce sont les trois règles des bases à respecter pour trader cette stratégie, la stratégie suivi tendance. Et puis, on a vu ces mouvements qui étaient sortis, et on pourrait targeter beaucoup plus haut. Donc, les niveaux ici, donc les niveaux rouges que vous regardez ici, c'est la R2. Donc, la R2, donc c'est voilà, donc c'est la R2. Donc, le niveau que vous regardez ici, c'est la R2 du pont pivot hebdomadaire. Donc H1 ou en M30, je mets les ponts pivots hebdomadaires. Et en M5 ou en M15, je mets les ponts pivots daily. Et là, on avait donc un target. Donc la ligne ici des 1,1561, c'est exactement les niveaux, c'est exactement les niveaux rouges ici. Donc c'est exactement les niveaux, de pont pivot hebdomadaire, donc les fameux R2 des points pivots hebdomadaires. Donc là, on a les R2 des points pivots daily, et là, on a les R2 des points pivots hebdomadaires. Et ça, encore une fois, cette notion de cluster, cette notion de confluence des niveaux. Donc les D sont presque au même niveau. Donc ça veut dire que nous, on ne va pas être idiot pour un tic, on va donc prendre profit uniquement ici. Pour cette raison que j'ai récupéré rapidement mes profits à ce niveau ici. Mais par contre, encore une fois ici, je pourrais aller chercher beaucoup plus haut. Donc je pourrais donc laisser filer mon trade, aller chercher beaucoup plus haut, un cadrage dynamique expansif, notamment
Parce que les cadrages B, c'est ce qu'on appelle dans les bravos pour les plus-values. Mais au-dessus, il y a les cadrages A, il y a les cadrages double A, les cadrages sans risque. Donc on pourrait le faire, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, mais pour être honnête avec vous, j'ai donc pris mes profits à ce niveau-là. C'était un très beau trade, un très beau TP. Et j'ai donc clôturé, ma journée à ce niveau-là. Donc c'était très tôt matin, hein. Donc même la news qui était sortie, donc la news était sortie vers 14h30 heure locale. Donc bon, notre session commence d'habitude à 9h. À 9h, donc c'est 10h heure d'ici. Et s'arrête autour des 13h, donc 14h heure qui s'affiche ici. Donc on a tradé moins de 10 heures. On était moins de 10 heures sur le marché, 10h30 sur le marché. Et on est donc sorti avec nos profits. On a fait 3 heures de profit à ce niveau ici. Et on a donc décidé de clôturer la journée, de clôturer le trade. Alors vous vous rendez compte de comment est-ce qu'on combine les tout, comment est-ce qu'on analyse le marché. Donc ça a commencé par les weekly. On commence par les weekly, on analyse qu'est-ce qui se passe sur les weekly. Même pour la semaine prochaine, mes perspectives vont donc être beaucoup plus haussières qu'ébaissières. Parce que je sais que le marché à weekly peut aller chercher les niveaux dans 17. Donc si le niveau dans 17 n'est pas encore atteint, alors je peux encore atteindre mes perspectives acheteurs. Et on voit ici, hein, donc ce marché ici peut se renverser et aller chercher mon 17. Par contre ici, voilà, bon, ici à H1, je pense que le marché va d'abord corriger tout ça, hein, parce qu'on a une impulsion. Donc les acheteurs sont entrés dans le marché, ils ont pris les bénéfices, en tout cas c'est à court terme, parce que les acheteurs long terme sortent du marché. Bon, il n'y a plus beaucoup de mouvements acheteurs, on n'est plus au début du mouvement. Là, on est presque à la fin du mouvement, il faut être très très prudent. C'est que la tendance haussière, elle est toujours surfable, parce qu'on a une tendance haussière sur l'euro-dollar, elle est toujours surfable, mais il faut être très prudent. Dans ce genre de situation, c'est pas comme ici. Comme ici. Donc ici, c'était beaucoup plus facile de trader à l'achat et de laisser filer ces trades le plus long possible. Mais à ce niveau ici, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il faut être très rigoureux dans ce genre de phase. D'ailleurs, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais être très rigoureux parce qu'il y a un risque que le marché me forme un go range. Ou bien s'il n'y a pas de boules d'opportunité la semaine prochaine, ça ne sera pas grave. En tout cas, c'est l'euro-dollar. Donc, j'ai traité l'euro-dollar et les DAX. Donc, la vidéo voulait qu'elle soit très longue. Je vous ferai peut-être dans une autre vidéo, je vais vous analyser en détail les DAX. Mais attendez-vous que si par exemple la semaine prochaine, j'ai pas de belles opportunités, c'est parce qu'il n'y a pas de beaux mouvements. Moi, ce que j'ai trade, c'est des impulsions. De savoir qu'il y a des techniques, il y a des façons de trader. Il y a ce qu'on appelle le trading pullback. Donc, les gens qui traitent des order blocks, des fair value gap ou des retournements, des 30 Fibonacci, ils traitent des trading des pullback. Moi, ce que j'ai trade, c'est des trading des breakouts. Parce que moi, je fais un trading qui est moins risqué, où j'ai moins de drawdown, où j'ai moins de drawdown pour augmenter mon risque, en fait gagner beaucoup plus. Alors, ici on l'a vu, hein, donc M15, M5, c'est ce que j'ai fait d'habitude. J'analyse donc mes marchés weekly, daily, H4, puis je passe à l'unité de temps H1 ou M30, ça dépend des situations, ça dépend des conditions de marché. Donc là actuellement, ce qu'on est en train de voir est que si par exemple les marchés continuent à consolider, la semaine prochaine, lundi, ce que je verrai, en tout cas là je ne peux pas dire, parce que j'analyse tout dans ma session, pendant ma session, je trade de 9h à 13h, je vais donc prendre la borne basse, je vais donc dessiner, normalement, hein, je ne sais pas où sera la borne haute, peut-être ici, hein, parce qu'il faut resserrer au maximum ce range. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la stratégie de sortie d'ange, si ma session commence à l'intérieur de ces ranges, pour aller chercher beaucoup plus haut. La semaine est clôturée, donc les ponts pivots ici, donc la R2, la R1 et les ponts pivots centrales, ils vont se réactualiser parce que chaque semaine, ils se réactualisent. Donc tu peux regarder ça ici. Regardez. Donc on a cette semaine le niveau de R1 qui était ici. Attends, je vais effacer ça. On avait donc les niveaux de R1 qui étaient ici, le niveau de R2 qui était là. Et là, la semaine dernière, les niveaux de R1 étaient ici et le niveau de R2 était là. Et la semaine d'après, etc. Donc chaque semaine, ça se réactualise. Ça nous permet donc de timer nos marchés dans le temps, parce qu'il faut toujours timer le marché, analyser les prix, timer ce marché dans le temps et analyser les volumes. Avec ces trois concepts clés, vous aurez des beaux niveaux et un beau taux de réussite. Je pense que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie pas, dans la description, il y a un lien vers la vidéo la plus importante de ma chaîne où je t'explique en détail l'une de mes stratégies, la stratégie sortie de range. Les stratégies que tu peux directement commencer à utiliser efficacement sur les marchés. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!